Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans Buonasera Calcio, l'émission qui nous permet de donner notre avis sur le football 2 fois par semaine, enfin 1 fois par semaine en ce moment pendant l'intersaison, 2 fois par semaine le reste de la saison. Ça va bientôt commencer, la saison approche à grands pas. Il y a déjà des tours de Ligue des Champions, tours préliminaires avant les barrages pour la Ligue des Champions, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, le Servette de Genève a fait un excellent résultat hier au JCRM, a priori a passé une bonne soirée, je pense. Bonsoir d'ailleurs, bienvenue. On a battu le Real, j'en reviens pas. Ouais, ou quelque chose comme ça. donc voilà, je pense que tu parles de la Juve, en l'occurrence, et pas du Servette. Donc voilà. Oui, effectivement, il y a beaucoup aussi de matchs de préparation en ce moment. Donc c'est vrai que les gros clubs se rencontrent. En ce moment, c'est la tournée américaine pour beaucoup de clubs. Le Real, en l'occurrence, le Barça, le Milan, la Juve, etc. Donc voilà. Personnellement, les matchs de préparation, si ça vous dérange pas, c'est un parti pris. Je ne commenterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que que ça veut pas dire grand chose parce qu'il peut y avoir de très grandes disparités dans la préparation physique. Je vous en avais déjà parlé ici. Et en même temps, ça peut être aussi tout à fait aussi je sais pas, des circuits préférentiels, par exemple, que l'entraîneur a envie de travailler en particulier. Alors peut-être que contre cette équipe, ça marche pas, et puis les joueurs se forcent à jouer d'une certaine manière. C'est pas forcément dans l'esprit du jeu, et donc derrière, on peut avoir une analyse un petit peu tronquée de la qualité de l'équipe. C'est pour ça que le nombre d'équipes que j'ai vu gagner tous les matchs de préparation, et puis finalement faire une saison plus que moyenne et surtout un début de saison plus que moyen, et puis d'autres qui ont tout perdu. Tu parles d'ailleurs au GCRM de l'OM hier. L'année dernière, j'étais allé voir Marseille-Milan directement au Vélodrome, et puis finalement ils avaient perdu tous les matchs de préparation avec Tudor, et ils avaient fait un excellent début de saison. On se souvient encore de ce match contre Reims, où Tudor est hué lorsqu'on prononce son nom, et finalement, en fait, il gagne ce premier match, d'ailleurs, contre Reims, d'ailleurs un gros score, si je ne m'abuse. Et puis ensuite, ils enchaînent un excellent début de saison. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je ne commande pas les matchs de préparation. En revanche, les matchs de compétition, bien sûr. Et tu as tout à fait raison, JCRM, sacré match hier du Servette contre Genk, ça c'est clair. Donc maintenant, Glasgow Rangers pour les barrages, enfin non, pardon, le troisième tour qualificatif pour les barrages. Glasgow Rangers, déjà, ça va être un niveau supérieur. Glasgow Rangers, c'est quand même du lourd. Donc on verra. Voilà. L'OM aussi, c'est contre qui ils vont jouer. C'est le Panathinaikos qui s'est défait de Dnipropetrovsk. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à le dire. Bref, vous voyez ce que je veux dire, ce club ukrainien. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot. Je m'entraînerai pour les prochaines fois, mais là c'est pas grave, ils sont sortis des compétitions européennes. Peut-être qu'ils iront en Conference League, mais je suis pas sûr que j'en parle. Donc, la Conference League, si, mais pas de ce club. Donc voilà. Par contre, déjà qualifié pour l'Europa League. Oui, ça c'est bien, ça c'est très très bien déjà. Effectivement, c'est très très bien pour le Servette déjà d'être qualifié pour l'Europa League. L'Europa League est une très grosse compétition européenne. C'est pas de la rigolade. Donc franchement, c'est plutôt pas mal pour un club comme le Servette d'être déjà en Europa League, et puis peut-être le bonus ultime, ce sera peut-être de jouer les phases finales de Ligue des Champions, mais pour l'instant l'objectif c'est le barrage. On verra déjà ce que ça donne. Oui, donc ce soir on va aborder l'intersaison de 3 géants du football. J'avais envie vous savez, ces derniers temps je fais des revues d'effectifs un petit peu, parce que là on est à mi-mercato, voire même on a bien entamé la 5e semaine de mercato. Il restera donc 3 semaines de mercato officiellement.
Donc on a parlé de Liverpool, on a parlé du Bayern, on a parlé du Paris Saint-Germain, de l'OM, etc., etc. Et puis on continue à faire le tour des clubs vraiment qui marquent le football. Et en l'occurrence, ce soir, on va parler de Manchester United, de l'Inter et du Barça. Et on va se poser quelques questions autour de ça. Un petit tour dans les commentaires encore. Beaucoup de surprises par contre chez les femmes. Le Canada, le Brésil et l'Allemagne éliminés. Et de nouvelles nations qui émergent comme la Jamaïque et le Maroc. Écoute, au JCRM, je m'en remets à ton expertise parce que c'est un parti pris encore une fois, mais je passe beaucoup de temps à regarder du foot masculin. Et je suis passionné de foot masculin, mais j'ai besoin aussi de pause. Et c'est clair que c'est pas pour regarder du foot féminin. Je considère que le foot féminin est un sport à part entière, bien entendu, très probablement très intéressant, mais qui moi ne m'intéresse pas. Et je le compare pas avec le foot masculin. J'ai l'impression que c'est deux sports différents. Et c'est pas condescendant de dire ça, c'est juste la constatation que je fais quand je regarde un match de foot féminin. Je suis obligé de m'intéresser à d'autres choses que ce à quoi je m'intéresse dans le football masculin. Donc c'est pour ça que je me dis écoutez, c'est pas à moi de parler de ça. Donc voilà un petit peu le truc. Je suis pas du tout compétent. donc j'essaye pas. Donc on va commencer par Manchester United qui qui continue de construire. Pourquoi ? Parce que on a vu bien sûr la saison dernière on a vu la saison dernière que Manchester commence à jouer, commence à bien jouer. Déjà ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc c'est déjà un très grand pas. Voilà. Alors je reviens quand même dans les commentaires au JCRM, il n'y a pas de problème. Tu savais plus si je regardais ou pas. Ouais, non, il n'y a aucun souci. En revanche, c'est avec plaisir que si tu as envie de nous en parler, tu nous en parles. Hein. Et je relayerai absolument tout ce que tu dis sur le football féminin. Mais ce que je veux te dire, c'est que je te crois sur parole parce que je n'ai absolument aucune expertise sur le football féminin. Voilà. Je le suis même pas. Et quand je le suis de très très loin. C'est-à-dire juste une ligne sur l'équipe ou sur Eurosport. Donc voilà, je peux pas, j'aurais absolument aucune plus-value à en parler, donc il n'y a aucun problème, c'est pas de souci, et je relayerai avec plaisir tes informations. Oui, donc Manchester United qui l'année dernière a continué de construire un effectif qui est cohérent de plus en plus, et surtout avec un manager qui est cohérent de plus en plus, à qui on a l'impression qu'on donne du temps, et qu'on donne aussi les bons outils pour pouvoir travailler. Donc ça commence à donner une équipe, moi, qui me plaît de plus en plus, et ça fait plaisir, tous ces géants un peu endormis là, qui reviennent, qui reprennent un petit peu du poil de la bête. Hein. On pourrait citer Manchester United, mais aussi l'Inter, mais aussi le Milan. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ces vieilles gardes le Barça, en son sens aussi, hein, en étant champion l'année dernière, c'est aussi un grand club qui reprend un peu du poil de la bête après avoir subi 2-3 saisons qui étaient compliquées, même si pour l'instant en Coupe d'Europe ça donne pas grand-chose. Mais Manchester United revient un petit peu dans la course, et je pense que cette année, ils ont continué par touche à se renforcer, et ils ont renforcé un poste qui, à mon sens, est absolument décisif dans le football de haut niveau de 2023. D'ailleurs c'est marrant, hein, au JCRM on pourrait faire justement le parallèle avec le football féminin, mais le gardien de but, parce que particulièrement dans le football féminin, le gardien de but, pour l'instant la gardienne de but, c'est la faiblesse numéro 1 de ce sport. Donc voilà, en l'occurrence, le gardien de but au foot, en 2023, devient absolument déterminant. Quand on regarde encore la finale de Ligue des Champions cette année, c'est Onana contre Ederson, deux gardiens qui ont, on va dire, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un très très bon jeu au pied, qui participe énormément, c'est quasi des meneurs de jeu derrière la défense, hein, c'est comme ça que j'appelais ça l'année dernière. Et qui ont aussi un jeu sur la ligne qui est très très fort, donc c'est des gens qui ont d'énormes réflexes, et un jeu aérien qui est plutôt bon, mais ça devient moins un problème parce qu'il y a de moins en moins de centres en fait finalement dans le foot, hein. Si on regarde
centre aérien. C'est assez rare, c'est plus le foot des années 2000 où les buts de la tête étaient vraiment, vraiment fréquents. Là, maintenant, c'est plutôt des centres en retrait, des passes au ras du sol, etc. Donc, en fait, il faut savoir vraiment bien se placer pour annihiler ces actions et pas forcément avoir une super lecture de jeu aérienne, même si c'est toujours bien, mais c'est pas vraiment le truc. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Pourquoi? Parce qu'on a Nikaya qui nous a... Nikaya 28, parce que bon, peut-être il y a d'autres Nikaya, mais Nikaya 28 qui est venu dans les commentaires. Merci d'ailleurs. Tu en dis quoi de la génération Ajax, notamment avec Van de Beek ou Van de Beek, je sais pas comment ça se dit, j'ai jamais su, hein. Donc voilà, j'ai l'impression ils ont tous coulé. Ouais, tout à fait, t'as raison, hein. On peut prendre les De Jong, les De Ligt. Plus exactement, en fait, quand ils jouaient à l'Ajax, on avait l'impression que c'était une génération, c'était limite la même génération que l'Ajax 95-96 qui gagne la Ligue des Champions avec les Seedorf, Rijkaard, Kluivert, les frères de Boer, Blind, les Van der Sar, etc., Davids et tout, qui sont tous, sans exception, devenus des stars. Quasi, alors à plus ou moins de certains niveaux, mais même Marc Overmars, etc. Enfin, si on prend le 11 de cet Ajax-là, je pense qu'il y a 10 joueurs qui sont devenus des superstars dans des très grands clubs européens. Et en l'occurrence, c'était un peu ça, hein, moi, quand je regardais le type de match que faisait l'Ajax lors de leur, on va dire, épopée en Ligue des Champions quand ils sont arrivés en demi-finale, je me disais, tous ces joueurs-là, quasi, sont incroyables, hein. Les Hakim Ziyech, De Jong, De Ligt, donc comme tu dis, Van de Beek, Onana, etc. Je me suis dit, ça va tous devenir des superstars. Et finalement, bah en fait, ça vivote. C'est franchement De Jong au Barça, c'est quand même pas fantastique. De Ligt, bah ça fait maintenant il erre gentiment entre la Juve, le Bayern, mais il est toujours pas devenu ce défenseur ultra dominant qu'il aurait dû devenir. Van de Beek était absolument fantastique à Manchester United, ça a été un couac. Dusan Tadic, bon bah il est resté il est resté à l'Ajax. Bref, je pourrais en citer beaucoup comme ça, hein, comme par exemple Mazraoui qui a été signé aussi au Bayern, même si lui était remplaçant à l'époque de leur épopée en Ligue des Champions. Mais Neres par exemple aussi qui avait fait une saison absolument stratosphérique, bah, pareil, hein, pas terrible. Donc voilà, c'est assez bizarre. Ouais, effectivement, décevante cette génération. Elle était faite pour l'Ajax. Finalement, en dehors de l'Ajax, pour l'instant, c'est pas terrible. Même si tu peux pas considérer que c'est des mauvais joueurs. De Ligt, il n'est pas mauvais, même si franchement son passage à la Juve est quand même très très mauvais, moyen, voire même mauvais. Maintenant, ça va un peu mieux au Bayern. De Jong, son passage au Barça est quelconque. Van de Beek, c'est très mauvais à Manchester United. Il n'y a que Onana, et encore, Onana, il a eu une suspension pour dopage pendant près d'1 an et demi. Donc là, il reprend le fil de sa carrière à l'Inter et maintenant à Manchester United, mais lui aussi, ça a été compliqué avec cette suspension pour dopage. Donc voilà, c'est en tous les cas une génération qui n'a pas forcément... Et puis Hakim Ziyech, on voit la fin de sa carrière, elle est quand même pas terrible. En fait, une fois qu'il a été transféré de l'Ajax à Chelsea, il a fait une super saison où ils ont gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, et puis depuis, c'est un peu... un cassos, quoi, Hakim Ziyech, honnêtement, excepté en sélection, il se prend la tête avec tous ses coachs, etc. Donc, bon, là, il est parti en Arabie Saoudite, je crois. Donc, bon, bah, on verra bien, mais ça sonne un petit peu la fin de sa carrière, quoi. Donc voilà, un petit peu le bilan, mais très très bon sujet. Merci, Nikaya, d'avoir parlé de ça. Donc oui, Onana a signé à United. Oui, comme tu dis, au JCRM, De Jong et De Ligt, c'est quand même au Barça et à Munich, mais on le voyait, De Jong, à l'époque, comme le meilleur milieu de terrain d'Europe dans les 2 prochaines années, dans les 2 années qui suivaient leur épopée. Et puis De Ligt, c'est la même chose, on le voyait, meilleur défenseur central du monde, style, il prend le flambeau, à l'époque, de Virgil van Dijk. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, c'est un peu... En fait, c'est décevant par rapport à ce qu'on attendait. C'est pas des mauvais joueurs, ce que je disais,
mais c'est pas, ils ont pas donné le résultat qu'ils auraient dû. Donc voilà. En l'occurrence, on va parler d'Onana, qui vient de l'Ajax, qui lui vient de signer à United. United avait une grosse faiblesse pour moi. Alors, ils n'avaient pas que ça, parce qu'ils avaient aussi Harry Maguire. Mais au-delà de ça, et Fred, remarque, on peut citer les deux. Mais au-delà de ça, le gros point noir pour moi en 2023, c'est quand vous avez un goal comme De Gea, ou un goal comme Donnarumma, ou des goals comme ça qui sont bons sur leur ligne, c'est pas le problème, mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'important maintenant, c'est d'avoir des meneurs de jeu derrière la défense. Comme tu dis au JCRM, regarde Tudor avec Marseille, la saison passée, il le considérait comme un 5e défenseur, son goal, Pau Lopez. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus jouer à 10 joueurs de champ, contre 10 joueurs de champ, parce que vous êtes souvent 11 en face. Et donc, si vous essayez de faire un pressing sur, on va dire, 4 défenseurs, mais que finalement il y en a 5, en fait, votre pressing, il est inefficace. Et c'est pour ça que c'est très important maintenant d'avoir un goal qui participe au jeu. Et Onana, de temps en temps, très souvent, il est à une dizaine de mètres de la ligne médiane. Donc c'est extraordinaire ce que fait Onana dans le jeu, comme Ederson, comme Mike Maignan, comme Neuer en son temps, et encore, il va peut-être revenir cette saison. Donc voilà, mais je pense que Manchester United, avec Onana, a un très bon gardien, très 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 bon gardien, alors qu'il y a énormément de caractère. Attention, Onana... c'est pas le gardien qui fait pas de vagues, c'est pas Hugo Lloris, on en est loin. Onana, il fait beaucoup de vagues, il se prend la tête. L'année dernière, il a encore failli se battre à l'Inter. Bon, bref, pendant un match, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était très très chaud. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui effectivement a énormément de caractère, mais c'est aussi ce qu'il fallait, je pense, à la défense centrale à la défense de Manchester United. Ça va les réveiller, les plots là, enfin c'est pas tous des plots, mais c'est vrai que je pense que ça va les réveiller parce que lui, il fait jouer ses défenseurs. C'est un vrai chef de défense. Donc je pense que Manchester, pour moi, au niveau défensif, a pris 20% au moins de compétences en plus avec Onana. Donc voilà, donc je pense que ça va être vraiment le petit truc qui va pouvoir leur faire encore passer un petit seuil. Et puis, alors, au JCRM qui dit « J'ai hâte de voir United contre Lens samedi, le seul grand club anglais que j'ai pas encore vu jouer. » Ouais, tout à fait, et tu vas voir. Moi, j'ai vu le premier match de Nana, le premier ou le deuxième. Faut voir comment il joue très très haut et comment il hurle sur sa défense pour les replacer. Déjà, ça change en fait. Alors, ils n'ont pas fait un match extraordinaire encore une fois, parce que voilà. Mais en fait, c'est l'attitude que je remarque, qui est assez exceptionnelle. Et puis, ils ont fait ça par touche, je trouve, parce que il y a eu un seul autre renfort, vraiment notable, on va dire, c'est Mason Mount. Mason Mount qui a passé comme beaucoup de joueurs l'année dernière, une très mauvaise saison à Chelsea, parce qu'il y a très peu de joueurs qui ont passé une bonne saison à Chelsea l'année dernière. Donc voilà, un des joueurs qui a passé une mauvaise saison, et je pense que c'est plutôt une bonne pioche, parce que le Mason Mount d'il y a 2 ans était vraiment... oui, c'est vrai, pardon, t'as tout à fait raison, attends. Effectivement, je suis en train de lire les commentaires et je vois, et tu oublies Højlund aussi en neuf. Oui, tout à fait, 85 millions d'euros ou 80 millions d'euros, j'arrive. C'est vrai, t'as tout à fait raison, je sais pas pourquoi. Donc, en l'occurrence, en tous les cas, Mason Mount qui va amener vraiment du dynamisme sur les ailes, en priorité sur l'aile droite, mais il peut jouer aussi à gauche, il peut aussi jouer dans l'axe, il peut jouer 9,5. Franchement, il va amener vraiment de la, comment dirais-je, de la versatilité à l'attaque de United, et c'est vraiment intéressant. Moi, je suis très très content, et c'est vrai qu'il leur manquait, on va dire, un vrai numéro 9 digne de ce nom, parce que c'est vrai que Anthony Martial, comment dirais-je, qui c'est qu'on a encore, bon, bien sûr Marcus Rashford, on peut considérer, ils peuvent jouer avant-centre, mais finalement le vrai seul avant-centre c'était Anthony Martial, qui vraiment est formé pour ça. Je le trouve inoffensif, ça fait bien longtemps que son niveau est parti il y a très longtemps. Donc voilà, donc avoir un vrai neuf comme Højlund, le seul problème avec Højlund, et ça c'est le petit bémol que je mettrais, c'est que vraiment, comment dire, on lui met énormément de pression. Parce que moi, il est bon, il a de la,
on va dire, du potentiel, c'est vrai, physique, technique, voilà, ok. Mais je le trouve pas incroyable. En championnat d'Italie, il a pas marqué les esprits. En tous les cas, moi, j'ai pas eu l'impression... Enfin, moi, j'ai regardé des matchs de l'Atalanta l'année dernière. Hein. Il est pas mauvais, mais je me suis pas dit, ah ouais, là, on a affaire à un Fiori class, comme j'aurais pu me dire de Erling Haaland s'il avait été à la même place, parce que ce que Erling Haaland a fait dès qu'il est rentré en Ligue des Champions, je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment, ça cassait tout, quoi. Enfin, c'était incroyable. C'était triplé, donc voilà. C'est franchement, je trouve que 80 millions, ça fait beaucoup. Être quasi titulaire assuré en numéro 9 de Manchester United en Angleterre, qui est probablement avec Liverpool, enfin même, c'est sûr, avec Liverpool, le plus grand club d'Angleterre. Enfin, c'est compliqué, hein. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Si là, il résiste à la pression et qu'il hausse encore son niveau, parce qu'il faut absolument qu'il hausse son niveau, le joueur de l'Atalanta que j'ai vu la saison dernière n'a rien à faire à Manchester United ni en Première Ligue, honnêtement. Donc, s'il hausse son niveau et qu'il résiste à la pression, là, je dirais chapeau, bravo. Je me suis trompé, mais moi, je trouve qu'on le voit un peu trop beau Højlund pour l'instant et je suis pas sûr de ce que ça va donner. Mais bon, voilà, après, ce n'est que mon avis. En tous les cas, c'est des petits ajustements. Et puis alors, si on essaye d'imaginer maintenant l'équipe type, hein, donc André Onana, bien entendu, dans les cages, et là ça vraiment c'est un vrai bénéfice. On va dire Lisandro Martinez et Raphaël Varane en défense centrale titulaire, avec Maguire, Lindelof et Bailly, hein, qui est revenu de son prêt à Marseille, en remplaçant. Donc on va dire Lisandro Martinez, Raphaël Varane. Qui c'est qu'on a ensuite? Luke Shaw, probablement, en arrière-gauche, ce qui est plutôt bien, hein, franchement. Bon, après, il y a Alvaro Fernandez, mais bon, voilà. En arrière-droit, je mettrais plutôt Diogo Dalot que Wan-Bissaka. Après, ça dépend ce que tu cherches, mais je trouve que Diogo Dalot amène plus vraiment offensivement et pas trop mauvais défensivement. Milieu de terrain, Casemiro, Eriksen, et puis, on va dire, Bruno Fernandes, d'accord? Ou alors, on se dit, on fait vraiment un truc vraiment solide, type, je sais pas, ouais, non, il n'y a même pas, mais si tu mets Casemiro, McTominay et que tu joues en 4-2-3-1, ça peut être intéressant, avec devant Eriksen, Bruno Fernandes et Mason Mount, et puis une pointe qui serait Højlund. Mais bon, tu te prives de la vitesse de Jadon Sancho, du pied de la toupie de Anthony, de la vitesse de Martial aussi en un sens. Donc voilà, moi je pense que je jouerais plutôt en 4-3-3 avec Casemiro en pointe basse et puis Bruno Fernandes et potentiellement Mason Mount. Mason Mount je le mettrais plutôt devant à droite. Avec Marcus Rashford à gauche et Højlund dans l'axe, avec comme remplaçant Anthony à la place de Mason Mount, ou bien Jadon Sancho à la place de Marcus Rashford. Ça peut être pas mal, et puis donc Højlund et Anthony Martial dans l'axe. Ça peut être bien, hein. Franchement, je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Arsenal, ils vont être embêtants. Le seul problème, c'est que je trouve que les remplaçants sont pas encore au niveau des titulaires. Je pense qu'ils ont une bonne équipe, mais Raphaël Varane, c'est quand même fragile. S'il se blesse derrière, c'est Maguire ou Lindelof ou Bailly. Honnêtement, aucun des trois me donne confiance. Luke Shaw en arrière-gauche, c'est Malacia ou Williams. Pareil, je suis pas non plus super hypé. Et puis à droite, c'est Diogo Dalot ou Wan-Bissaka. Je suis pas convaincu par le titulaire, je suis pas convaincu par le remplaçant. Donc en défense, on va dire qu'il y en a 3 sur 4 qui sont bons, mais pas trop de remplaçants. Et puis à droite, je trouve qu'il y a quand même un problème. En milieu défensif, Casemiro, c'est très bien, bien sûr, c'est clair. Mais le problème, c'est que le remplaçant, c'est Scott McTominay. Attends, je fais un petit tour dans les comment? Je vais y arriver. Dans les commentaires. OJCRM qui nous dit le marché est trop fou. Ugarte 60 millions, Højlund 80 bonus compris. Oui, c'est clair, ça c'est pas normal. Amrabat bientôt
Amrabat bientôt, probablement Amrabat peut-être au Milan. Hein. Tu sais, si Krunic en va, Milan est a priori très très intéressé par Amrabat. Moi, je serais très content. Enfin, alors super content même. J'adore Amrabat, même si je pense pas que c'est un top player. Mais pour faire ce qu'il a à faire au milieu, c'est-à-dire récupérer des ballons, puis les passer aux gens qui savent jouer au foot, c'est très bien. Donc voilà. T'as pas mis Rashford dans ton 11 type, ou j'ai mal entendu. J'ai mis Rashford dans mon 11 type, mais ça dépendait. Si tu jouais en 4-2-3-1, en 4-3-3, effectivement, je le mets titulaire à gauche et avec potentiellement en remplaçant, bien entendu, à gauche, ça peut être Garnacho et ça peut être Jadon Sancho. Donc c'est pas mal, c'est bien quand même. Ça, les remplaçants en attaque, c'est plutôt bien. Et les droits, en revanche, c'est soit Mason Mount, qui sera moins offensif que Anthony, soit Anthony, donc je suis pas super convaincu. En attaque, Højlund, Martial, je suis pas super hypé, ni par l'un ni par l'autre. Et en revanche, vraiment au milieu de terrain, un peu plus offensif relayeur, quoi. C'est pas mal entre Mason Mount, Bruno Fernandes, et puis remplacé par éventuellement Christian Eriksen ou Fred ou Van de Beek. Bon, aucun des trois n'est vraiment convaincant, mais bon, voilà. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Manchester se renforce. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt bien, en fait. Donc il n'y a pas de remplaçant pour l'instant, mais le 11 titulaire se renforce, je trouve. Donc ça, c'est plutôt bien. Vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont gardé le même manager. Donc, il est probable que le jeu s'améliore. Donc, je trouve d'ailleurs que Ten Hag commence à faire un vrai bon travail à Manchester United. Donc, j'ai hâte de voir parce que cette année, effectivement, l'année dernière, quoi, il y a 2 très gros qui se sont effondrés, hein, Chelsea et Liverpool. Manchester en a profité pour être dans le top 4. Maintenant, est-ce que quand Liverpool et Chelsea seront de retour, est-ce que Manchester sera encore dans le top 4 ? Ça, ce sera le challenge. Ça, ce sera le challenge parce que, en gros, Chelsea et Liverpool, en fait, ils se sont sabordés tout seuls. Hein, donc, effectivement, excepté le 7-1 ou le 7-0 là, qu'ils ont mis à Liverpool, à Manchester. À part ça, Liverpool, en fait, s'est sabordé tout seul. Donc, Manchester a eu beau jeu, en fait, de faire ça. Donc voilà. Bon, on a passé pas mal de temps sur Manchester, mais en fait, on n'a pas parlé que de Manchester, on a aussi parlé de la génération Ajax et ce qu'ils étaient devenus. Donc, bon, c'était tout de même intéressant et un petit peu de football féminin pour commencer. En tous les cas, mon point de vue sur le football féminin. Donc voilà. Je vous propose qu'on passe à l'Inter. L'Inter garde le niveau, point d'interrogation, j'ai mis. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on regarde... ils ont, en tous les cas, pour l'instant, au goal, je suis très inquiet, très honnêtement. Pourquoi ? Parce que Onana est parti et que Handanovic ne fait plus partie de l'effectif. Hein. Il a terminé son contrat, il n'a pas été renouvelé. Donc pour l'instant, il y a Filip Stankovic titulaire dans les cages. C'est pas mauvais, mais bon, c'est très jeune, 21 ans. Sinon, il y a Di Gennaro ou Brazao. Donc, on verra bien. Je sais pas qui sera titulaire, très honnêtement, parce que j'ai pas vraiment de préférence et pas non plus de connaissance de Stankovic. Donc voilà, on verra. Mais pour l'instant, je pense que quand on perd Onana et qu'on a Stankovic ou Di Gennaro, hein, parce que je pense pas que ce soit Brazao, quoique. Mais je pense qu'ils ont perdu à ce niveau-là. En défense centrale, donc bien sûr toujours les Bastoni, De Vrij, Acerbi qui a été transféré définitivement depuis la Lazio, et puis Di Marco et Darmian. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Je parle pas des troisièmes remplaçants, mais ça c'est quand même bien. Bastoni, De Vrij, Acerbi, c'est très très bien. Le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup de remplaçants, hein, parce que l'Inter joue à 3 défenseurs centraux, et quand les 3 défenseurs centraux, il y en a un qui est pas là. Alors c'est vrai que Matteo Darmian joue souvent axe droit dans la défense à 3
lorsque, je sais pas, par exemple, il veut faire souffler ou qu'il y a une blessure. Et c'est à peu près tout. En gros, ils ont 4 défenseurs pour 3 postes en défense. Ça, c'est quand même assez léger avec le départ de Skriniar. Pour l'instant, il n'a pas été remplacé. Et l'année dernière, ils ont eu de la chance, il n'y a pas eu beaucoup de blessures en défense centrale, mais s'il y a une blessure, ça peut être compliqué. Federico Di Marco à gauche, bah c'est très très bien, hein, mais c'est en piston, donc c'est pas vraiment défenseur central gauche, hein, c'est plutôt piston. Et de l'autre côté, c'est un profil beaucoup plus offensif, hein, bien sûr, avec Dumfries. Et ils ont recruté je vais y arriver hein, ce soir. Ils ont recruté une doublure très expérimentée, en la personne de Juan Cuadrado, hein, Cuadrado qui vient directement de la Juve. Je ne sais pas si JCRM est content que la Juve arrive enfin, plus exactement, Cuadrado est signé à l'Inter. Je suis pas sûr, mais bon, en tous les cas, il est là. C'est peut-être pas enfin, c'est quelqu'un d'expérience. S'il est pas titulaire, moi, ça me va. Je pense que c'est plutôt une bonne recrue pour l'Inter en termes de remplaçant. Donc voilà. Je vais faire un petit tour. Alors, déjà au JCRM qui dit défensivement, manque beaucoup de joueurs à United. Ouais, je suis pas faux. Chelsea, j'ai vu tous leurs matchs, c'est incroyable. Ils vont faire mal cette saison. Bah, j'espère bien. En tous les cas, ils ont un effectif pour. Et puis, ils ont un coach qui les a pris là bien en avant, etc. Donc c'est pas mal. Si on parle de l'Inter, Mamma Mia, Fratesi, quel joueur. Son entrée contre le PSG, quel joueur de classe mondiale. Il a fait une très bonne entrée, il fait 2 passes décisives. Je suis d'accord, de classe mondiale, je ne sais pas, mais c'est un bon milieu de terrain. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Maintenant, bon, faut raison garder. Est-ce que Fratesi au très haut niveau, bah, on verra ce que ça donne. Hein. J'espère pour lui que ça marchera et pour l'Italie. Ça parle de Sommer, Navas et Loris pour le gardien de l'Inter. Ouais, effectivement. A priori, c'est plutôt Sommer qui est en pole position. Et Sommer, les limites qu'il a montrées à l'Inter, au Bayern, moi, ça m'inquiète. De toute façon, que ce soit Sommer, Navas ou Loris, tu perds énormément de ta capacité défensive en perdant Onana. Ça, c'est clair. Hein, excepté si tu recrutes un gardien top niveau mondial, tu perds énormément. Donc, je pense quand même que ça va être plus compliqué que l'année dernière au niveau défensif. Et enfin, Nikaya qui nous dit, même s'il est finaliste de la Ligue des Champions, j'arrive pas à me dire que c'est un club top européen, l'Inter. Bah, quand tu regardes l'effectif, c'est du lourd. Hein. Franchement, Nikaya, l'effectif, il est très très lourd. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont pas tremblé hein, contre Manchester City. Hein. Ils perdent 1-0, mais ils ont des occasions, voire plus d'occasions que Manchester City. C'est un très très gros club européen avec un effectif de jobards. Hein. Non, franchement, ils ont des top joueurs à tous les postes, très expérimentés. En revanche, c'est vrai que eux, c'est pas un projet à long terme, quoi. L'Inter, c'est très souvent des joueurs. Alors, ils ont 1 ou 2 joueurs qui sont des prospects très très bons, du style Bastoni, même Lautaro qui est en pleine bourre, voilà. Dumfries, des joueurs comme ça, qui sont plutôt jeunes, en tous les cas pas vieux. Et ils sont encadrés par des personnes qui sont plutôt âgées, très expérimentées, plutôt bons, et ça donne un effectif qui est vraiment cohérent. L'année dernière, je pense que, je le disais toute la saison, je pense vraiment que c'est la meilleure équipe d'Italie. Alors ok, le Napoli a flambé toute la saison, mais je pense quand même que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va continuer d'ailleurs la revue d'effectifs. Il manque, pour moi en tous les cas, des arrières centraux, un goal pour l'instant. Et puis après les latéraux, ça va, il y a Matteo Darmian et Di Marco, c'est plutôt pas mal. Même s'il joue à 5. Donc Cuadrado qui sera la doublure de Dumfries, ça c'est plutôt bien. Et de l'autre côté, Robin Gosens qui sera la doublure de Di Marco. Ça, j'ai beaucoup plus de doutes. Hein. Depuis qu'il est parti de l'Atalanta, bon déjà il s'est blessé lourdement et depuis c'est un petit peu comment ? C'est le syndrome Atalanta. L'Atalanta, c'est un petit peu comme le FC Nantes en France dans les années 90-2000. Des joueurs qui cartonnaient au FC Nantes, dès que tu les sortais du FC Nantes, c'était très compliqué. C'est aussi le syndrome Ajax, hein, finalement, excepté cette génération dorée de 95-96. Mais sinon, ce syndrome Ajax aussi, dès que tu sors un joueur de l'Ajax, finalement, ça donne pas grand-chose parce que c'est vraiment dans un style de jeu particulier, vraiment dans un environnement particulier, que ces joueurs sont très pertinents, et Robin Gosens, il en fait
typiquement parti dans le 3-4-3 complètement désarticulé de Gasperini. C'était extraordinaire d'avoir Robin Gosens. Dans le 3-5-2 très, on va dire, pragmatique de l'Inter, ça marche pas en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Donc voilà, ouais, je suis pas convaincu. Alors, on passe ensuite à l'attaque, hein. Nikaya t'en parlait, et au GCRM aussi. Marcus Thuram est la grosse arrivée, bien entendu, au Mercato, hein, qui signe libre depuis du Borussia Mönchengladbach. Donc ça, c'était, voilà, Marcus Thuram avait beaucoup de courtisans. Il a hésité un petit peu avec le Milan, mais ses envies salariales n'ont pas été démesurés par rapport aux moyens du Milan. L'Inter a l'habitude de donner des très gros salaires, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont donné presque 7 millions d'euros de salaire. Hein. Il faut savoir qu'au Milan, il n'y a personne qui gagne 7 millions d'euros, excepté Leao. C'est le seul qui a le droit de percer le plafond salarial du Milan. Tous les autres doivent être en dessous de 6 millions. Donc il n'était pas question qu'on explose le plafond salarial du vestiaire et l'équilibre du vestiaire. Donc voilà, franchement, ça va être plutôt bien. Au GCRM, vivement le prochain Inter versus Juve avec Cuadrado côté Inter et Lukaku côté Juve. Oui, c'est vrai que Lukaku est quand même très très proche de rejoindre la Juve. Lukaku qui s'était fait insulter de façon raciste au Juventus Stadium. Cuadrado qui s'était fait insulter avec des insultes racistes du côté de malheureusement Giuseppe Meazza, hein, je ne dis pas San Siro parce que ça n'était pas San Siro. À San Siro, il n'y a pas d'insultes racistes, il n'y a qu'à Giuseppe Meazza qu'il y en a. Donc effectivement, Giuseppe Meazza qui avait aussi insulté de façon raciste Cuadrado. Donc c'est très bizarre comme move, ces deux moves sont bizarres, et le match, effectivement, Juve-Inter et même le Inter-Juve va être complètement fou. Donc moi je me régale, hein. Là vous savez, je suis pas du tout impliqué dans ces deux clubs, donc je prends des pop-corn, je me mets devant ma télé et je kiffe mon derby d'Italie avec ces deux joueurs qui viennent un petit peu mettre du sel et du poivre sur le match. C'est génial, donc je suis vraiment très très content, quoi. Marcus Thuram, très bonne recrue, il a plutôt bien joué contre le PSG, oui. Après voilà, bon, je pense quand même que l'Inter offensivement a perdu avec Dzeko. Je suis pas sûr que Marcus Thuram remplace vraiment en termes qualitatifs Dzeko. Donc voilà, c'est un peu j'attends de voir, parce que Marcus Thuram, tout le monde a beaucoup d'espoir sur Marcus Thuram, mais je suis pas ultra convaincu que ce soit un joueur de très haut niveau. Je pense que c'est un bon joueur, mais je suis pas ultra convaincu. Donc voilà. Moi, oui, une attaque Morata-Lukaku pour ma Juve. Sniff, sniff. Je suis en deuil. Bah oui, oui, effectivement, je comprends, mais bon, vous jouez aucune Coupe d'Europe, vous avez pris une grosse amende, etc., etc. Alors, a priori, en plus, aujourd'hui, j'ai lu que des nouvelles malversations financières lors de transferts ont été découvertes sur le transfert d'un joueur à la Sampdoria. Je me souviens plus du joueur. Donc j'espère pour la Juve j'espère pour le football italien et pour la Juve qu'ils vont pas encore se faire rattraper par la patrouille, parce que là ce serait très embêtant 2 années de suite. Mais oui, a priori il y a des écoutes téléphoniques qui attestent encore une fois de malversation dans un transfert concernant la Juve et la Sampdoria. Donc je sais pas ce que ça a donné. J'ai lu ça aujourd'hui, je me suis dit c'est pas possible, c'est sans fin. Bref, donc voilà. En tous les cas, l'Inter essaye de garder le niveau. Moi, je trouve qu'ils ont perdu. Ils ont perdu au niveau défensif avec le départ de Onana. Ils n'ont pas remplacé encore Skriniar. Et je trouve qu'en défense centrale, vu qu'ils jouent à 3, c'est un petit peu court. Au milieu de terrain, ça va. Franchement, ils sont très très bien équipés au milieu de terrain. Honnêtement, Aslani, Barella, Çalhanoğlu, Fratesi qui vient renforcer ce milieu. Alors Sensi qui revient, mais bon, lui c'est un intermittent du spectacle malheureusement. Mkhitaryan qui est toujours là, Dumfries, Cuadrado, Robin Gosens, c'est plutôt bien. En attaque, Dzeko est parti. Je suis pas sûr que on l'ait remplacé qualitativement, mais on verra. Peut-être que Marcus Thuram va nous surprendre. Mais sinon,
Joaquim Correa, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, franchement, c'est vraiment bien. Donc, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que le 3-5-2, pour l'instant, dans le 2, les deux attaquants, c'est bien, mais il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a quasi pas de remplaçant. Lautaro, Marcus Thuram, après ça, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il n'y a même rien. Donc voilà, donc il y a quand même encore pas mal de travail pour l'Inter pour continuer sa progression et rester effectivement un très grand club et rester au sommet du football européen comme ils l'ont été l'année dernière, hein, parce que, encore une fois, je le répète, la finale de Champions League était extraordinaire de la part de l'Inter. Ils auraient, sur ce match, mérité de gagner la Champions. Hein. Bon, après, voilà, ce n'est que moi, mais moi je pense que s'ils n'avaient pas eu Lukaku, ils auraient pu gagner. donc voilà, bref. Voilà. Le Barça, on va terminer avec le Barça, il est déjà tard. Oh, ça va, non, il est 21h10, tranquille. On est bien, on enchaîne avec le Barça. Le Barça qui replonge. Pourquoi est-ce que j'ai dit le Barça replonge? Parce que, le Barça a monté un budget qui auprès de la Liga. Vous savez que la Liga a un gendarme financier équivalent à la DNCG en France, qui est limite même maintenant plus, strict que la DNCG. Donc ils sont très 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 tatillons avec les dépenses, et en particulier le rapport masse salariale budget, revenu plus exactement. Et le Barça comme revenu avait inscrit bien entendu des prêts. Parce que ils vivent après, hein. Je dis pas ça pour leur jeter la pierre, il y a énormément de clubs comme ça, mais effectivement ils vivent vraiment à crédit. Donc ce Barça, effectivement, avait inscrit un prêt de 65 millions d'euros d'un fonds d'investissement qui était censé leur prêter de l'argent. Et ce fonds d'investissement, en fait, s'est désisté et ne prête plus l'argent, en tous les cas n'achète pas, parce que en fait ils avaient prévu d'acheter donc une partie de la boîte de production du Barça, production vidéo, de tous les contenus. Et en l'occurrence, ils se sont désistés, ce qui fait que le Barça a 65 millions d'euros en moins dans son budget. Ce qui est énorme, parce que 65 millions d'euros, si on prend par exemple, je sais pas, des salaires à entre 4 et 10 millions d'euros, qui est à peu près la fourchette qu'il y a au Barça à l'heure actuelle, excepté hors star, hein, du style Lewandowski, en fait, ça fait quasi 6, 7, 8 joueurs que vous ne pouvez pas payer. Et ça, c'est monstrueux. Donc, le gendarme financier espagnol avait accepté donc le budget du Barça avec ses 65 millions d'euros. Donc, sans ces 65 millions d'euros, on voit hein, d'ailleurs hein, le budget du le mercato du Barça est complètement bloqué. Ils ont recruté Gundogan de façon gratuite, hein, aucun transfert. Alors oui, il a un gros salaire, mais bon, voilà. Et puis depuis, il se passe plus rien. Alors si, excepté bien sûr l'affaire Dembélé, hein, dont on ne sait toujours pas vraiment combien elle va rapporter au Barça, et en plus de ça, le Barça récupère tous ses prêts. C'est-à-dire Clément Langlais, qui revient de Tottenham, Serginho Dest, qui vient du Milan, et puis après des petits prêts mineurs sur des joueurs qui sont plutôt des prospects qu'autre chose. Inigo Martinez aussi, mais qui est malheureusement blessé, lourdement. Donc voilà. En gros, le Barça récupère énormément de masse salariale et n'arrive pas trop à s'en séparer. Donc effectivement, il y a Dembélé qui est parti au Paris Saint-Germain, mais a priori, ça rapporterait 27 millions d'euros au Barça, et le reste du transfert, qui est un transfert estimé à 50 millions total, donc les 23 millions d'euros restants reviendraient à Dembélé. Et c'est pour ça que, le Barça... la clause libératoire, ils l'ont pas levée. Pourquoi? Parce que en fait, l'imposition en Espagne est très élevée, contrairement à celle en France. C'est juste qu'elle est moins élevée, en l'occurrence. Et donc, c'était plus simple, dans une prime à la signature pour Dembélé, de récupérer
ces millions d'euros, ces 23 et quelques millions d'euros, que de prendre les 25 de la clause libératoire qui était jusqu'au 31 juillet. Pourquoi? Parce que les 25 millions d'euros qui lui revenaient auraient été imposés à hauteur de 65%, je crois, par le fisc espagnol, ou 56, je sais plus. Donc il aurait perdu quasi la moitié, ou voire même les 2/3 de sa prime à la signature. Donc en fait, c'était plus intéressant d'attendre le 1er août, de faire jouer une autre clause qui était une clause sous seing privé, bref, et de lui faire signer une prime à la signature. L'affaire Dembélé était très très alambiquée. Pourquoi? Parce que son agent Sissoko est un... alors là, c'est vraiment le digne héritier du pizzaiolo, hein. Il est horrible quand vous l'avez dans un vestiaire. C'est vraiment une catastrophe. Le Sissoko, c'est vraiment un agent qui est horrible. Le Barça est très content. Enfin, il y a énormément de gens au Barça qui sont très contents de se séparer de Dembélé pour ça, en fait, à cause de Sissoko. Parce que Sissoko est c'est vraiment un caillou dans la chaussure en permanence, quoi. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires. Contre le PSG, c'était plutôt pas mal l'Inter. Oui, bien sûr, absolument. Et puis on sait que les clubs italiens font une énorme préparation physique, contrairement aux clubs français. Et pourtant, c'est eux qui, en deuxième mi-temps, leur ont marché dessus. Donc je pense sincèrement que l'Inter est très au-dessus du Paris Saint-Germain pour l'instant. Après, c'était quelle équipe du Paris Saint-Germain? Parce qu'il y avait quand même vraiment pas grand-chose sur le terrain. Même les remplacements, c'était pas mal. Et pourtant, ils se sont mis d'accord avec Cancelo. Je comprends plus rien à ce club. Tu parles de l'Inter? Oui, c'est possible. Ah non, tu parles du Barça. Ouais, non, il n'y a plus rien à dire. Le pari vraiment des pigeons, un joueur tout le temps blessé, c'est un transfert pour que Neymar ne soit pas seul à l'infirmerie. Ouais, non, au Barça, voilà, absolument. Effectivement, un joueur tout le temps blessé. Ouais, Dembélé, en tous les cas, c'est 40% des matchs du Barça, depuis qu'il a signé au Barça, qu'il a joué. Et je crois que c'est une vingtaine de matchs en intégralité. Donc c'est famélique, hein. C'est incroyable, hein, des stats comme ça. C'est Risto Stoichkov qui sortait cette stat-là. Je crois qu'il fait vraiment, 20 matchs complets depuis 2017. Sinon, c'est 40% des matchs depuis qu'il est arrivé au Barça. Donc il voulait signer avec le salaire de Léo Messi son renouvellement de contrat. Bref, il est dans l'espace Dembélé. Et le Paris Saint-Germain, c'est vrai, ils ont une équipe. Soyons sérieux. Regardons les choses en face. Paris Saint-Germain, ils ont une équipe ultra solide. Style Skriniar, le mec jamais blessé. Lucas Hernandez, jamais blessé. Kipembe, jamais blessé. Nuno Mendes, jamais blessé. Neymar, jamais blessé. Verratti, jamais blessé. Donc, ils sont tranquilles. C'est pas grave s'il y a un Dembélé qui arrive et qui se blesse de temps en temps, vu en fait la solidité de l'effectif du Paris Saint-Germain. Ils sont tranquilles. Je pense que c'est le bon move. C'est vraiment le truc à faire, surtout quand tu es en pleine comment dirais-je, gabegie Mbappé, où tu t'affiches devant toute l'Europe du football. Enfin, moi, personnellement, je trouve que le Paris Saint-Germain est ridicule dans l'affaire Mbappé. À leur place, tu fermes ta gueule et tu te dis, mais pourquoi j'ai signé ce contrat? Tu vas jusqu'au bout du contrat, tu te tais quand il s'en va gratos, et bonne journée, quoi. Et puis c'est tout, t'arrêtes de faire ton acte 2, scène 3, pour rien du tout, parce que c'est toi qui as fait signer le contrat. C'est pas, Mbappé, il t'a pas mis un pistolet sur la tempe pour faire signer le contrat, donc tais-toi. Laisse-le faire son année, profites-en, parce que de toute façon il est là, et puis en plus tu le payes 150 millions d'euros par saison, donc tu as plutôt intérêt à en profiter, profites-en, c'est le meilleur joueur du monde, ou en tous les cas un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde, profites-en, il va te marquer des buts, peut-être avec de la chance, tu gagneras un truc plus intéressant que la Ligue 1. Et puis voilà. Et puis quand il s'en va, tu lui fais la fête parce que c'est le recordman de buts du Paris Saint-Germain et que c'est un titi parisien, etc. Et puis voilà. Et puis l'histoire est belle et le club sort grandi. Mbappé s'en va proprement et puis c'est tout, quoi. Tout simplement. Plutôt que de s'afficher à faire style, tout d'un coup, je suis un club respectable, alors que t'es rien du tout, t'es une serpillière depuis que les Qataris sont arrivés. Donc je sais pas, en fait. Je comprends vraiment pas. Ce
club, de toute façon, je comprends pas. Encore une fois, plusieurs fois dans Buenos Aires Calcio, j'en ai parlé. C'est pas un club de foot, donc je sais même pas pourquoi je me fatigue à en parler chaque saison. C'est pas un club de foot, c'est un club de je sais pas quoi, mais voilà. Donc, donc je sais pas. Ils l'ont acheté 135 millions. Tu parles de Dembélé, le Barça, ouais, effectivement. Nikaya, on leur a tellement dit qu'ils étaient ridicules qu'ils essayent de montrer les dents. Bref, bah bref. C'est en fait justement, tu vois, ils montrent les dents parce que Nasser a peur de se faire gronder par l'émir. Tout simplement, c'est la seule raison pour laquelle ils montent les dents. Mais sinon, si Nasser n'avait pas peur de se faire gronder par l'émir, il aurait montré que dalle, comme d'habitude, il serait allé manger au resto comme tous les dimanches, et puis c'est tout, quoi. Donc, non, c'est vraiment ridicule. Il montre pas les dents avec Neymar, il montre pas les dents avec Verratti, il montre pas les dents avec tous les charlots qui font la fête toute la nuit au Paris Saint-Germain. Mais, en revanche, avec Mbappé qui les a sortis de la merde depuis 5 saisons, c'est le meilleur joueur et de très très loin, il a toujours été irréprochable, même quand il avait plus de contrat et que, bon, finalement il a renouvelé, mais même quand il avait plus de contrat, il était irréprochable jusqu'à la dernière journée du championnat, et c'est à lui que tu fais des remontrances. Non, franchement là, le Paris Saint-Germain c'est à l'envers en fait, le club il est à l'envers. Normalement tu te tais, tu lui fais une statue devant le Parc des Princes, et puis tu lui dis merci pour tout et bon vent, j'espère que tu deviendras Ballon d'Or au Real, et puis c'est tout, quoi. Et leur nouveau neuf, Ramos, ouais, alors 85 millions d'euros. Avec Gonzalo Ramos qui c'est pas, moi j'aime beaucoup Gonzalo Ramos, hein, je trouve que c'est plutôt un bon joueur, il a fait un super Euro, il a fait une super Coupe du Monde, enfin en tous les cas quelques matchs de Coupe du Monde, mais bon, pendant la Coupe du Monde il a eu déjà des histoires un petit peu extra-sportives bizarres avec des vidéos de lui, enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, je suis pas sûr que c'est vraiment une super idée de faire venir Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que c'est quand même un triangle des Bermudes pour tout joueur de foot normalement constitué, hein. Honnêtement, voilà quoi. Nikaya 28, la photo de Mbappé avec tous les repentis du PSG, elle est incroyable. C'est le plus gros loft de toute l'histoire du football, hein, je pense. Hein. C'est comme si tu mettais Mbappé. Non, il faut se rendre compte que c'est comme si tu mettais Erling Haaland dans un loft à Manchester City parce que il est en fin de contrat. Mais personne fera ça. Ça n'existe pas. Honnêtement, hein, je vous dis, ça n'existe pas. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est capable de faire un truc comme ça. Mais bon, bref. Aucune complémentarité entre tous ces joueurs. Ah oui, mais c'est pas le but. Le but, il est pas là. C'est ça, moi, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le but, en fait, finalement, à la fin. Vu que c'est pas le foot, c'est pas les victoires, c'est pas les titres, c'est le but, on sait pas. Quand ils font des recrutements, tu sais pas pourquoi ils les font. Il y a aucune raison. Donc voilà. Et puis Campos, lui, tout ce qu'il essaye de faire, c'est placer des gars du catalogue de comment il s'appelle, de l'agent là, oh là là, pourquoi je trouve pas son nom, bon bref, Mendes, voilà, absolument, donc voilà, c'est vraiment ça, quoi, bref. Enfin, quant au Barça, bah donc ils sont bloqués pour l'instant, il se passe pas grand chose. Dembélé est parti, Gundogan est arrivé, mais le club ne bouge pas, il y a rien qui se passe à cause de ces 65 millions d'euros qui ne sont pas là. Je pense que ça va rester là. Alors il y a Franck Kessié qui a priori est bien parti pour signer en Arabie Saoudite pour un transfert relativement ça va. Enfin, en tous les cas, ils perdent un gros salaire, le Barça, et puis ils récupèrent une vingtaine de millions d'euros aussi, je crois. Donc c'est toujours ça de prix, parce que Dembélé avait un très gros salaire, c'est pareil, ça libère de la masse salariale. Et ils prennent 27 millions d'euros, une vingtaine de millions d'euros avec Kessié plus son salaire qui était quand même assez élevé, c'est-à-dire 6 ou 7 millions d'euros. Donc voilà, quoi, c'est effectivement... c'est le Barça, pour l'instant, fait du surplace, et je pense que le Real s'est bien renforcé, et que ça va être très compliqué pour le Barça de garder son titre cette année. Mais bon, ce n'est qu'une projection au 3 août. Donc on verra au 31 août où est-ce qu'on en est. Hein. Donc voilà. Allegri est triste, mort de rire. Nous, non, mort de rire. Allegri, ouais. Allegri, vraiment, ouais, il gagne des concours. Là, je sais pas si t'as vu, c'était des corners directs avec Vlahovic de dernière à la ligne. Il est content, il a gagné contre Vlahovic. La dernière fois, il avait gagné, enfin, il y a plusieurs années, contre Pogba au tir au lancer franc. Bon, bah voilà, c'est bien, c'est déjà pas mal. Sinon, s'il a envie, il fait aussi une animation offensive, et puis ce sera pas mal. Il n'a pas besoin de gagner au corner, hein. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Tant qu'il fait jouer ses équipes. Mais ça, apparemment, c'est pas sa priorité. Hein. Mais bon, bref.
Nikaya qui nous dit pourquoi ils arrivent à attirer les joueurs genre Gundogan et Lewandowski alors que tout le monde sait ils ont le couteau sous la gorge. Bah parce que t'es quand même le Barça et que tu as fait rêver toute une génération d'enfants avec la Dream Team de Cruyff de 1992 et la très très grosse équipe de Ronaldinho, puis ensuite les Barça de Guardiola en 2009 et 2011. Et que bah ça marque, c'est un petit peu comme la marque de fabrique du Milan, même si le Milan était pas bien, bah t'as quand même des joueurs qui voulaient venir, parce que c'est Milan, et que porter les couleurs rouge et noir, bah ça peut faire rêver un joueur de foot, parce qu'il les a vus tout gagner dans son enfance. Donc c'est ça, c'est juste ça, effectivement, chose que n'a pas le Paris Saint-Germain, par exemple. Pour l'instant, malheureusement, le Paris Saint-Germain ne fait rêver personne, donc ça c'est un gros problème, quoi, à part les banquiers. Au JCRM, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Le Real sans Benzema, c'est cata. Je vois le Barça gagner le titre. Je trouve que le Real s'est vraiment très très bien renforcé au milieu du terrain avec Jude Bellingham et Joselu. Je pense que ça va pas être si horrible que ce qu'on pense, honnêtement. Et puis de toute façon, il y a quand même de très grandes chances qu'il récupère Mbappé dans les 2-3 derniers jours du mercato, vers le 28-29 août, avec leur offre de une centaine de millions qui devrait arriver pour récupérer Mbappé juste à la fin du mercato. Donc ils ont, je pense, 50% de chances de récupérer Mbappé à la fin du mois d'août, et donc là l'équipe tout d'un coup, bah, elle va avoir une autre gueule que ce qu'elle a à l'heure actuelle. Et puis sinon, je pense que Joselu, c'est plutôt un pas mauvais attaquant. Alors, c'est pas un top player, mais Vinicius, Rodrigo, Valverde, etc., et tous les foufous du milieu de terrain, ça marque déjà suffisamment de buts. Joselu, il aura, s'il marque 15 buts dans la saison, ce sera très très bien. Donc, pas besoin de marquer beaucoup plus. Donc je pense que ça peut être pas mal. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le latéral droit, pardon. Enfin, les deux latéraux, à vrai dire. Les deux latéraux, vraiment, ça m'inquiète. C'est le seul truc qui m'inquiète au Real. Donc voilà. Après le reste, a priori, je trouve que ça va. Donc voilà, toi tu vois le Barça gagner le titre, écoute, on en reparle à la fin de saison. Donc voilà, dès que les matchs, là pour l'instant on est dans la première saison de Buonasera Calcio, dès que les matchs officiels de la saison prochaine commencent, on entamera la deuxième saison et je serai super content d'entamer cette deuxième saison avec vous, et puis on repassera sur une émission tous les 2 émissions par semaine, pardon, dès le mois de septembre, hein, je pense, dès qu'il y aura la Coupe d'Europe qui reviendra dans le game. Donc voilà. Bah écoutez, ça a été balle éliminée. Ça te fait marrer ça, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était encore un plaisir de parler football avec vous. On a passé quand même quasi 1 heure ensemble, mais bon, c'était très intéressant. Enfin, j'ai trouvé, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ça avec vous. Manchester United, l'Inter, le Barça, c'est quand même 3 grands clubs, très grands clubs, énormes clubs européens. Donc voilà, qui pour l'instant sont très importants, hein, en attendant peut-être un jour les clubs saoudiens, allez savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, sur Instagram, sur Twitter, bien sûr à revisionner les vidéos sur Twitch, mais aussi sur YouTube. La chaîne YouTube cartonne, on va dire. En tous les cas, c'est là où il y a le plus de vues et d'audimat pour Buonasera Calcio, donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder. Et puis bien sûr, il y aura toujours les podcasts, hein. Vous en faites pas, ça va être monté ce soir. Donc voilà, en attendant, on se retrouve jeudi prochain pour d'autres sujets du football européen. Peut-être qu'on aura des nouvelles de fou jeudi prochain, allez savoir, c'est le mercato. Donc voilà, encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci pour les commentaires, merci à ceux qui ont regardé en live et qui ont commenté. Et puis, n'oubliez pas, hein. Ciao les gars, ciao ciao.